Le cercle RH pour parler et débattre de l'agroalimentaire, débattre évidemment à l'aune de Smart Job, des métiers, de leurs évolutions, de la manière dont les étudiants veulent entrer peut-être dans des entreprises d'agroalimentaire qui était, je dis était, le fleuron français, parce qu'on voit qu'aujourd'hui la France n'est plus souveraine dans beaucoup de produits. Et ça, c'est un vrai sujet économique et de souveraineté. On va en parler avec mes invités. Avec moi, Marine Pochat. Bonjour Marine. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, associée Deloitte. Et c'est très intéressant parce que vous êtes spécialiste des sujets agricoles. Alors, Deloitte n'est pas spécialisé à l'origine sur ces sujets, mais ils élargissent le spectre et vous avez une réflexion sur tous les enjeux économiques, d'agroécologie. Et on va vous écouter dans quelques instants. À vos côtés, Xavier Béziot. Bonjour Xavier, directeur général de Morgan Phillips, on prononce le S. Exactement. Management de transition avec des collaborateurs, des salariés qui vont partir dans du management de transition dans la grande distribution. Et évidemment, on voit le lien avec l'agroalimentaire. Ludovic Brandjon, bonjour. Bonjour. Ludovic. Très heureux de vous accueillir. Directeur général d'Agri-Éthique France. C'est du commerce équitable français. Tout à fait. C'est de la transition agroécologique et c'est aussi un label. Et vous y tenez beaucoup. Exactement. Merci d'être là. Et puis Caroline de Senneville est avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Vous êtes journaliste décideur RH et comme dans chacune de nos émissions, vous nous brossez une petite photographie aussi de l'ambiance quand on parle d'agroalimentaire. Vous êtes intéressé, vous, aux étudiants qui le regardent aussi, l'agroalimentaire. Les étudiants d'AgroParisTech, certains d'entre eux sont membres du collectif Agro en lutte et ils ont bloqué leur école en janvier dernier. Ils disent qu'ils s'insurgent contre l'emprise de l'agro-industrie sur leur école, leur formation, qu'ils accusent d'être uniquement portée sur l'agriculture intensive et de manière générale l'avenir du modèle agricole. Et ça nous rappelle le discours qui avait été prononcé en mai 2022 par 8 diplômés d'AgroParisTech qui avaient appelé à se détourner d'un avenir qu'ils disaient tout tracé vers des emplois dans l'agro-industrie. L'agro-industrie. Je me tourne vers vous parce que de formation, vous êtes chez Deloitte, magnifique marque, vous êtes ingénieur agronome. Ça sonne à vos oreilles. Est-ce que quand vous étiez, vous, déjà à l'époque étudiante, vous aviez aussi cette appétence-là de dire un autre agroalimentaire est possible, pour paraphraser une phrase célèbre ? Tout à fait. Et effectivement, la nouvelle génération nous conduit là-dedans. Alors, moi, je fais partie de Deloitte Sustainability. Donc, on accompagne la transformation du secteur, et notamment du secteur agro, donc de la coopérative jusqu'à la distribution. Et on travaille beaucoup aujourd'hui sur les sujets de résilience alimentaire, qui se déclinent en 3 éléments. La résilience de la production agricole, la résilience de la transformation des produits alimentaires, et puis la logistique et la distribution. Sur la production agroalimentaire, il y a un élément clé, il y en a 3, mais je vais parler du premier, un élément clé de la résilience, qui est l'environnemental. On ne peut pas produire si on ne préserve pas notre environnement, et au-delà de le préserver, c'est le régénérer. Et donc ces 3 choses, c'est le sol, l'eau et la biodiversité. Et aujourd'hui, c'est pour ça que les étudiants se lèvent et se battent, parce qu'on a le futur de notre agriculture entre les mains, et il faut absolument préserver ça. Ce n'est pas le seul élément, il faut parler des agriculteurs aussi, mais par rapport à votre question, il y a un vrai sujet sur l'environnement. Donc, votre métier, c'est d'accompagner la transformation d'un secteur agroalimentaire dont on dit, je me tourne vers vous, qu'il est à bout de souffle. C'est-à-dire qu'un peu comme le monde agricole aujourd'hui qui souffre et qui manifeste et qui hurle en disant on ne vit plus de notre métier, on a des fournisseurs, des intrants trop chers et des coûts de sortie qui ne nous rapportent pas. L'agroalimentaire est à bout de souffle. On a des consommateurs qui tournent le dos, on a beaucoup d'ONG qui dénoncent la qualité des produits, et on a évidemment des externalités qui nous coûtent très cher. Comment vous regardez ce sujet, vous qui labellisez ? Alors, nous on labellise, on accompagne tous les acteurs, du producteur jusqu'au porteur de marque, dans la structuration de filières, avec comme élément central de notre démarche la définition du prix des producteurs. Notre expertise, c'est d'accompagner les collectifs de producteurs dans la construction du prix. Le juste prix, le prix qui leur permet de vivre. Le juste prix. Ce qui est important, c'est que nous, on ne va pas imposer un prix ou recommander un prix ou administrer un prix, parce que c'est un peu le terme qu'on utilise. Nous, on s'assure il y a les négos là en ce moment en plus. Alors, il y a les négos. Ça ferraille. Hein. Ça ferraille, mais alors, je voudrais juste rebondir sur un sujet. C'est vrai qu'on parle beaucoup de transition agroécologique. Moi, je suis ravi que les étudiants entre guillemets, se révoltent et disent on veut plus d'environnement, plus de biodiversité. Mais le problème, il n'est pas sur la biodiversité et sur l'environnement. Ah bon ? Non. Le problème, c'est déjà de bien définir ce prix. Si les agriculteurs ne peuvent pas bénéficier d'un prix dans la durée, c'est même pas la peine de parler des autres sujets. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas s'en préoccuper. Et le problème qu'on a, c'est que c'est le consommateur qui impose la marche. On est sur une marche en arrière.
On est sur une marche en arrière. Pour définir le prix du producteur, aujourd'hui, on part du consommateur. Mais on se trompe. Nous, notre modèle, c'est de partir du producteur On l'a déjà pour entendu définir ça. le prix. À Egalim, Mais oui, tous exactement. les débats autour d'Egalim, c'était on part du producteur pour définir le prix et éduquer le consommateur. Tout à fait, mais... Egalim, personne ne le respecte, hein, pour info. Alors, c'est faux. Il y a des acteurs qui le respectent. Nous, nos partenaires qui s'engagent sur des contrats à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. C'est pour ça, ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui surfent sur le misérabilisme des agriculteurs. Il faut donner 1 centime de plus. Moi, je ne suis pas sur ce sujet-là. Moi, je montre qu'il y a des acteurs de l'agroalimentaire, il y a des agriculteurs qui peuvent se mettre d'accord sur des contrats à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Excusez-moi, je donne la parole à Xavier, mais est-ce que vous avez, là, sur ce plateau, vous nous dites, moi, j'incarne l'agroalimentaire vertueux. Est-ce que c'est ça votre message ? Oui, complètement. Je n'ai jamais nommé comme ça, mais on peut le qualifier ainsi. On vient de créer on a des acteurs qui peuvent s'engager dans la durée et qui peuvent payer au juste prix les agriculteurs. Mais en assumant le mot agroalimentaire, qui est un mot souvent gros mot. Oui, ou industriel, agroalimentaire. Pour moi, c'est pas un gros mot, hein, clairement. Pour moi, c'est pas un gros mot. Non, c'est une valeur cardinale, en fait. Valeur cardinale, l'agroalimentaire, valeur cardinale. Vous avez les salariés. Vous êtes en lien, vous, en direct avec la grande distrib. Nous, on n'a pas des salariés directement, mais nous avons des personnes, en effet, qui interviennent aussi bien dans la grande distrib que dans l'agroalimentaire. Donc, ça nous donne une vision un peu globale du marché. C'est vrai que ce sont, alors on en parlait tout à l'heure, mais des sujets vraiment presque irréconciliables entre, d'une part, le prix que veulent les consommateurs, qu'ils le veulent toujours moins cher pour des raisons stricto... pouvoir d'achat oblige. Pouvoir d'achat, avec en plus, on va pas faire de la politique, mais il y a la géopolitique, il y a l'Ukraine, bien sûr. Il y a le tout cours un tas... du blé. Exactement. Il n'y a aucune vérité qui dure plus de 2 ou 3 mois dans ce secteur-là. Et si on parle notamment les cycles RH, on les a de plus en plus courts, avec une notion de devoir s'adapter perpétuellement. Là, on parlait tout à l'heure de la partie achat, le nombre de personnes que ça mobilise, le temps de ces négociations en grande distrie ou côté... Et que ça épuise, parce que ça épuise. C'est fatigant. Et avec cette notion que personne ne doit lâcher. Donc, c'est aussi important. Pardonnez-moi, dans ce que nous a dit Caroline de Senneville sur ses étudiants le 26 janvier qui ont bloqué l'école, il rajoutait quelques éléments que j'ai trouvé très intéressants. Il souhaitait, et je me tourne vers vous, vous me disiez tous l'agroalimentaire, bon, très bien, on l'assume tous, pourquoi pas. Eux, ils voulaient des membres du bio au conseil d'administration, ils voulaient pourquoi pas même des gens qui faisaient de la biodynamie pour pouvoir aller un peu plus loin dans la démarche. Vous voyez bien le caractère comme ça d'opposition entre ce qui pourrait être des produits industriels pas toujours très bons, dotés de sel, parfois dotés de produits chimiques pour la conservation. Et puis en face, on aurait des agriculteurs plus vertueux, plus sains, qui offriraient une agriculture, je dirais, plus saine, plus consommable. Est-ce que je vais un peu fort en besogne ? Je pense qu'il faut éviter les extrêmes et aller chercher l'intermédiaire qui est toujours la vie. La vérité sera au milieu, en fait. Oui, c'est pas noir ou blanc. Je suis tout à fait d'accord, moi, avec Ludovic. Dans la résilience de notre système alimentaire, il y a l'environnement, mais il y a aussi les agriculteurs. Et le métier d'agriculteur a perdu un peu de son attractivité. Il faut lui rendre cette attractivité et ça commence par un revenu décent. On en revient au prix. Et donc, moi, je ne pense pas que le consommateur paiera la transition. Le consommateur ne peut pas, dans les études de loi qu'on a fait sur la consommation des Français, on voit bien que le pouvoir d'achat, c'est le premier déterminant des consommations. Vous avez une étude de loi, alors c'est pas vous qui l'avez portée, elle vient de Hollande, des Pays-Bas, donc je ne vous demande pas de l'assumer entièrement, c'est pas vous qui l'avez écrite, mais le titre, c'est un titre anglais, mais traduit le coût caché de notre agriculture. C'est un rapport de loi qui montre que les dommages sociaux causés par l'agriculture néerlandaise sont chaque année supérieurs aux bénéfices économiques. Ah, tout à fait. Ça, il y a plein d'études qu'on a pu mener sur le coût de l'action versus le coût de l'inaction. Ça coûte plus cher de ne rien faire que de faire. Et ça coûte aujourd'hui de façon très forte d'un point de vue environnemental et social sur nos agriculteurs. D'où le fait de mettre des gens du bio dans le conseil d'administration de Paris Agrotech. Je ne sais pas si c'est des gens du bio, je ne sais pas s'il y a une vérité. L'agriculture est diverse et le bio, ce n'est pas la solution ultime. C'est une solution parmi d'autres. En revanche, il y a effectivement la nécessité de réinventer un petit peu les façons de produire. Et je pense qu'on sait que la population agricole vieillit. Il y a la moitié des fermes aujourd'hui sont dirigées... En vente, bientôt. Voilà, par des agriculteurs qui ont plus de 55 ans. La nouvelle génération d'agriculteurs, c'est notre chance à tous, c'est une opportunité. Encore faut-il qu'on arrive à donner envie. Et donc, c'est un revenu, c'est de la diversification, c'est moins de pénibilité au travail, c'est plus d'accès au capital. Non, je ne sais pas. Moins de pesticides aussi. Moins de pesticides, mais il n'y a pas de solution magique. Il y a moins de pesticides, je pense, et il y a des solutions qui existent. Il y a, au-delà des pesticides, on peut cultiver d'autres
d'autres cultures. On peut penser aux légumineuses. Les légumineuses, Absolument. c'est une culture qui est hyper intéressante d'un point de vue agronomique, puisqu'elle capte l'azote du sol, entre autres, elle résiste aux sécheresses, etc. Il y a d'autres bénéfices agronomiques. Et d'un point de vue nutritionnel, c'est des fibres, des protéines et un index glycémique bas, c'est tout ce qu'il nous faut. Mais il faut accompagner le consommateur sur d'autres façons de consommer, d'autres... Donc voilà, c'est Caroline, vous vouliez complet. prolonger ce débat passionnant, parce qu'on rentre doucement en fait dans le creux, dans le cœur du sujet. On parlait de l'attractivité de la filière. Il y a une étude qui a été menée auprès de 600 étudiants dans les écoles d'ingénieurs agricoles et agroalimentaires en août 2024 qui confirme ce que vous disiez, c'est-à-dire 54% d'entre eux estiment que la rémunération est insuffisante dans la filière. Le chiffre était bien moins important en 2020 et ils souhaitent plus de transparence, une meilleure communication sur les métiers et une image plus valorisante du secteur. Ça vous évoque quoi ? Mais nous, c'est notre métier de tous les jours. Là, je suis au salon d'agriculture depuis samedi. On a vu les étudiants, d'ailleurs, samedi pendant toute la journée. Leur objectif, c'est de mieux comprendre comment on fonctionne et de voir des solutions comme les nôtres, justement, qui apportent ce socle économique indispensable à la transition. Je le répète, et je suis complètement d'accord, il ne faut pas opposer les modèles. Il ne faut pas qu'on soit sur une démarche élitiste. On veut d'un côté préserver le pouvoir d'achat du consommateur et de l'autre côté faire la rémunération du producteur. Il faut que les deux coïncident. Et pour que les deux coïncident, il ne faut pas qu'on soit sur une agriculture élitiste. Il faut qu'on puisse accompagner tous les agriculteurs dans cette transition. Mais vous êtes venu avec des produits qu'on n'a pas montrés, parce qu'il y a des produits de marque, et Xavier, je vous donne la parole, mais il y avait des pains de mie, ou des brioches, il y avait des yaourts, il y avait et des chips. Des chips. Et du miel. Du miel. Important. Évidemment, qu'on aurait presque pu goûter ensemble sur ce plateau. Quelle est l'action que vous menez là, avec ce label sur ces produits, qui sont des produits qu'on peut trouver en grande distribution, on est d'accord ? Clairement sur la brioche, c'est très concret. La farine issue du blé, les œufs, le beurre sont en commerce équitable. Je vais prendre l'exemple des œufs, c'est extrêmement intéressant, ça vous permet Made in France, on est d'accord ? Bien sûr. Non, mais... Made in France. L'objectif pour l'industriel, c'est aussi de sécuriser ses approvisionnements sur le territoire. C'est extrêmement important puisque on perd de plus en plus d'agriculteurs. Je vais prendre l'exemple des œufs. En France, il manque 300 élevages de poules pondeuses en France. D'accord ? Dans le modèle qu'on a mis en place, on fait des contrats à 10 ans avec les éleveurs, entre l'industriel et les éleveurs. Vous le sécurisez. Et on intègre dans le prix payé aux producteurs l'amortissement du bâtiment. Donc, ce qui va permettre parfois à des exploitants d'être plus résilients, de diversifier leur exploitation, parce que pour nous, le modèle le plus vertueux, c'est la polyculture élevage. Et certains, même, on a des très belles histoires où l'exploitant a réintégré son fils ou a permis d'installer son fils dans l'exploitation. Et donner une pérennité à son exploitation. Exactement. Xavier, vous parliez des salariés, d'un flux, d'accélération et même de transformation du modèle de la grande distrib, qui est d'ailleurs un distributeur des produits agroalimentaires. Il se repense, il suffit de pousser les portes, je le fais assez rarement et je m'en excuse, mais des grandes surfaces, on voit qu'ils commencent à mettre des corners, ils commencent à mettre plus de bio, enfin ils essaient, ils réaménagent autrement. Il y a une nouvelle manière aussi de penser, donc de recruter les collaborateurs. Il y a surtout, d'un point de vue RH, c'est hyper intéressant parce que on doit à la fois aménager le temps court, qui est celui justement du consommateur, de l'agriculteur, comment on arrive à résoudre ces problèmes en temps court, et d'un autre côté, de réfléchir au temps long. Et c'est là où on arrive aux nouvelles générations, notamment, qui arrivent probablement avec d'autres idées, d'autres visions du monde, qui vont probablement amener à une politique de changement. Et donc, d'un point de vue RH, c'est là aujourd'hui où c'est passionnant au niveau des entreprises, c'est d'être capable à la fois de ménager ce temps court de satisfaction immédiate, et également de perspective moyen terme que les entreprises vont devoir mettre en place dans les 5-10 ans. Donc c'est pas irréconciliable, mais ça se manage dès aujourd'hui, en fait. Marine Pochat, on parlait tout à l'heure de la souveraineté, puisque tous ces enjeux-là sont liés à la sécurisation des appros, et donc il faut pouvoir aller chercher le blé au bon endroit et avoir la farine qui va bien. Et puis il y a des enjeux de souveraineté, on découvre que sur l'oignon, par exemple, je prends de citer que lui, on n'est plus autonome, qu'il faut aller acheter de l'oignon en Espagne, la tomate, plein d'autres produits, la volaille. Qu'est-ce qui se passe ? Et pourtant, on était... j'ai fait des dizaines de débats sur l'agroalimentaire. La France était le champion de l'agroalimentaire, imbattable. Et on se casse la figure. Comment vous l'expliquez ? La souveraineté alimentaire, c'est la réduction de nos dépendances. Notre dépendance stratégique. Et donc, c'est un lapsus intéressant. Effectivement. Et donc, c'est effectivement la cousine de la résilience qui consiste à résister au choc. Les deux vont de pair. Elles sont souvent mélangées, mais c'est bien des choses différentes. Aujourd'hui, sur la souveraineté alimentaire, c'est vrai,
on importe 80% de nos engrais, on importe 50% des fruits, 40% des légumes, on exporte le blé, c'est vrai, mais on est dans une situation où effectivement on a un déséquilibre. Et je complète avec une surproduction sur certains produits qu'on ne consomme pas et qu'on détruit. Exactement, ça c'est encore une autre... Non, mais pour aller au bout de l'histoire du produit. Et donc il y a un sujet à réfléchir autour de la souveraineté alimentaire, c'est souvent sur des éléments stratégiques, donc c'est notre dépendance stratégique. Quelles sont nos dépendances stratégiques aujourd'hui en France ? Quelles sont les matières premières sur lesquelles on a absolument besoin de pouvoir compter face à des enjeux géopolitiques. Caroline, un mot, vous avez pris des notes? Ah non, c'était pour noter les chiffres. Noter les chiffres, ok, ça note pendant l'émission, mais je tiens à le dire. Vous vouliez rajouter quelque chose, cher Ludovic? Oui, exactement, je voulais réagir. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé des agriculteurs, mais il faut aussi que les agriculteurs comprennent que quand le marché est favorable, ils sont tentés d'exporter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'agriculteur, nous, dans notre modèle, le prix payé, il est déconnecté de la volatilité des marchés. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire quand le prix du blé, je prends le prix du blé parce que... Hors réseau mondial. Et ça, c'est unique. C'est exactement. Prix qui s'est effondré, le prix du blé qui s'est effondré. Exactement. Alors, je vais revenir, guerre en Ukraine, le prix avait explosé. Exactement. C'était il y a 4 ans. C'est intéressant, c'était il y a 4 ans, on était au Salon de l'Agriculture. Nous, on a fait un courrier à tous nos collectifs de producteurs pour leur dire, attendez, pendant 10 ans, vous avez profité d'un prix base, coût de production plus une rémunération. Vous avez bien gagné? Vous avez gagné correctement vos Certains produits. ont stocké, d'ailleurs. Normalement. Là, le prix a explosé. Merci de respecter vos engagements. Et vous avez vu, quelques mois plus tard, on a redescendu. Là, aujourd'hui, on est sur des prix à 170 € la tonne. Nous, le prix agriétique, aujourd'hui, il est à peu près à 230-235 € la tonne. Et vous avez maintenu ce prix? On a maintenu ce prix. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il faut responsabiliser à la fois l'industriel, pour pas qu'il soit tenté de sortir du modèle, si le cours s'effondre. Ou dégrader, et je m'excuse, ou dégrader la qualité de son produit. Parce qu'il y a, je me permets de le dire, on prendra un blé de moins bonne qualité pour maintenir sa marge, puisque le sujet est posé là. Et inversement, quand le prix explose, il faut que l'agriculteur puisse Le temps explose, mais pas encore. Xavier, allez-y, prenez la parole. Je dans votre sens, parce qu'il y a aussi un autre sujet au niveau de l'agriculture au sens large. On a accompagné notamment des entreprises agricoles récemment dans des marchés comme de la pomme et autres qui ont du mal aujourd'hui à joindre les deux bouts. Et la solution, c'est aussi la diversification. Je crois que vous en parliez tout à l'heure. C'est d'aller chercher d'autres fruits, par exemple, qui ont plus de valeur ajoutée, qui nécessitent moins de traitement. Et puis le deuxième plan, aussi, après, ça reste aussi le sujet à peu près pour tout le monde, c'est la technologie. C'est aussi comment on s'équipe technologiquement pour gagner du temps et donc pour gagner des leviers de marge. Je reviens sur ce rapport néerlandais qui explique que les externalités coûtent 5,3 milliards et qu'un des coûts importants, ce sont les intrants et les produits chimiques. Sans faire une fixette sur le bio ou la biodynamie, on voit certains agriculteurs qui disent « je vis mieux sans intrants parce que je n'ai pas de charge ». Aujourd'hui, ce qui étouffe le monde agricole, ce sont les véhicules, les hangars et les intrants. Les phytosanitaires, pour vous dire. Ce que j'appelle les intrants, les phytosanitaires, ou les produits chimiques, ou les pesticides, pour être très large. C'est un sujet quand même, ça. C'est un sujet, et c'est pour ça que je reviens sur ma légumineuse qui... vous y tenez à votre légumineuse, oui, mais parce qu'elle capte l'azote. Elle capte l'azote de l'air, et donc elle permet de ne pas mettre d'engrais, ou presque. Enfin, il y a une vraie... l'autonomie... Et donc de dégager des marges. Et donc de dégager plus de marge. L'autonomie face aux engrais qui, en plus, sont importés, est extrêmement importante pour la souveraineté alimentaire et pour la résilience. Et en plus, c'est un bon produit à consommer d'un point de vue nutritionnel, c'est très riche. Donc vous assumez ce mot agroalimentaire porté par une dynamique d'étudiants qui disent « attention, on est là, on est vigilant ». On parle d'agro-industrie, dans ce que Caroline nous a dit tout à l'heure. Il ne faut pas opposer les mondes, il ne faut vraiment pas opposer les mondes. On a besoin, il faut produire, mais il faut aussi transformer pour des sujets de résilience et de souveraineté. Il nous faut des industries sur le territoire qui puissent transformer. Et Deloitte est là. Avec ses études. Et Marine Pochat, merci d'être venue nous rendre visite, associée donc chez Deloitte, et vous êtes spécialiste des sujets agricoles. Allez voir les études que vous portez sur la sustainability. Je n'ai mal dit, mais je m'entraînerai dès demain. Xavier Béziot, merci d'être venu, directeur général de Morgan Phillips Management Transition, avec les flux et l'accompagnement de la grande distribution et du monde agricole, on l'a entendu. Et merci à vous, Ludovic Brindejon, vous êtes venu avec vos petits pots de miel. On va y goûter. Directeur général Agriéthique France. Commerce équitable, c'est un label et vous accompagnez, on l'aura compris, les industriels à faire des produits vertueux. Merci à vous Caroline, évidemment, qui avait pris des notes, elle a pris des notes. Merci à vous et toute l'équipe, merci à Paul au son, merci à Pierre Loup à la réalisation, merci à Nicolas Juchat, évidemment, merci à vous, chers téléspectateurs. À bientôt, bye bye.